Bonjour à tous. Dans ce cours de statique des solides, on va voir c'est quoi l'action mécanique, la modélisation d'une action mécanique ainsi que leur classification et le moment d'une force par rapport à un point ou par rapport à un axe. Et puis on va voir le théorème de Varignon. Ensuite, on va voir la statique des solides. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est quoi la statique des solides? Alors, la statique des solides, c'est une partie de la mécanique qui étudie l'équilibre des systèmes matériels soumis à des forces. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on étudie les actions mécaniques exercées sur les corps indéformables et en équilibre. D'accord? Donc, ce sont des corps qui sont indéformables et ces corps, on suppose qu'ils sont en équilibre. En d'autres termes, on peut dire que l'objectif de la statique, c'est calculer l'ensemble des actions mécaniques appliquées à un solide en équilibre. D'accord? Donc, pour cela, on doit tout d'abord faire l'inventaire des forces et on doit supposer que le corps est en équilibre. C'est-à-dire qu'on peut appliquer le principe fondamental de la statique qui est sigma des forces égale au vecteur nul. Je commence par le rappel. Alors, on va rappeler c'est quoi une action mécanique. Alors, une action mécanique, c'est toute cause physique susceptible soit de maintenir un corps en repos, ou bien de créer et maintenir ou modifier un mouvement, ou bien de déformer un corps. Il existe deux familles d'actions mécaniques qui s'exercent sur un solide. Les forces, donc lorsqu'on parle des forces, il y a un mouvement de translation, et il y a les moments de force. Donc, le moment, il est susceptible de faire tourner un corps lorsqu'on a un mouvement de rotation. Alors, une fois qu'on fait l'inventaire des forces, on doit faire leur modélisation. Donc, on modélise une action mécanique par des vecteurs qui ont les caractéristiques, point d'application, direction, sens et norme. Donc, maintenant, on passe à la classification. La classification des actions mécaniques, ils sont classés soit des actions mécaniques à distance ou des actions mécaniques de contact. On prend l'exemple d'action mécanique à distance, par exemple le poids. Le poids P, c'est une action de pesanteur. Lorsqu'on veut modéliser cette force, on la modélise par un vecteur. Ce vecteur qui commence par le point G vers le bas. De même, si on a le corps S qui est sur un plan incliné, toujours le point d'application, c'est le point d'inertie. Donc de G vers le bas. Attention, ne pas représenter P incliné dans ce cas. Si vous la représentez inclinée, c'est faux. Donc toujours pour savoir c'est quoi la direction et le sens de la force P, on doit se poser la question, quel est l'effet du plan sur le corps? Alors, s'il n'y avait pas de plan, le corps va tomber vers le bas, dans ce sens. Donc, lorsque j'ai dit dans ce sens, donc le vecteur P sera vers le bas. Pour le module, ou bien la norme de P, donc P c'est égal à M fois G, tel que P c'est en newton, M en kilogramme et G en newton par kilogramme. On passe maintenant à l'action mécanique de contact. On prend l'exemple de contact ponctuel parce qu'il y a deux, contact ponctuel et contact réparti. Donc, lorsqu'on parle d'un contact ponctuel, c'est-à-dire qu'il se passe en un seul point. Par exemple, un corps attaché à un fil. Donc, dans ce cas, il y a un contact en un seul point. Par exemple, si on prend un plan horizontal, on a un ballon, par exemple, de basket. Donc là, on a un contact ponctuel en un seul point A. Pour l'action répartie, donc j'ai là l'exemple suivant. Donc on a un cylindre et un cube. Donc le cube exerce sur le cylindre des forces réparties. Donc on peut les modéliser par des vecteurs dans ce sens. Ces vecteurs, on les modélise par un seul vecteur qui va vers le bas et on le nomme F. Donc, dans ce cas, F sera égal à Q fois L. Pour les fluides, on a un contact surfacique.
Donc, il y a un fluide qui exerce une pression sur un piston. Donc, cette pression, elle est surfacique sur toute la surface du piston. Donc, on la modélise par une seule force F. Donc, tel que F, c'est égal à la pression fois la surface du piston. Il y a aussi deux types de liaisons entre les solides. Il y a les liaisons sans frottement et avec frottement. Donc, lorsqu'on a une liaison sans frottement, la réaction du plan est perpendiculaire. Donc, par exemple, j'ai là quelques exemples. Donc, dans ce cas, le corps est posé sur un plan horizontal. La force R sera perpendiculaire au plan. Donc là, j'ai une barre. La force sera perpendiculaire au plan, c'est-à-dire qu'elle sera dans ce sens. Et je la nomme R. Pour le cas suivant, toujours on a un plan. Là, il y a un contact ponctuel. Donc R, elle est verticale au plan. Elle est perpendiculaire. Pour le cas de liaison avec frottement, donc dans ce cas, R sera divisé en deux, c'est-à-dire qu'on aura R qui est la normale et on aura la force tangentielle, que je vais la noter T par exemple, ou bien RT, c'est la même chose. On la note RT ou bien F, c'est la même chose. Et là, on peut la noter Rn. Donc, R sera la somme des deux. Donc, c'est la somme de Rn plus F. Donc, R, elle est inclinée dans le sens contraire du mouvement. C'est-à-dire, dans ce cas, je suppose que le mouvement est dans ce sens. Donc, R sera dans le sens contraire du mouvement. Dans le cas de liaison avec frottement, on parle de coefficient de frottement statique, mu0. Donc, mu0, c'est égal à quoi? Ce n'est autre que la force T sur Rn, ou bien la force T sur N. Donc, on l'appelle le coefficient de frottement statique limite. Pourquoi limite? Parce que là, j'ai ajouté un petit m, c'est-à-dire c'est la tension, c'est le frottement maximal, Tm. On peut définir aussi l'angle phi, qui est l'angle de frottement. Donc, l'angle de frottement statique, on peut le définir tel que il est entre la normale et R. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de frottement, R sera perpendiculaire. Une fois qu'il y a eu du frottement, R s'incline d'un angle. Cet angle, il est entre N et R. Donc, c'est là et c'est phi. Donc, on peut les calculer en utilisant le coefficient de frottement. Donc, puisque le coefficient de frottement, c'est T sur Rn, T, donc il est là. Donc, on aura tangente phi qui est T sur N. Pour mieux comprendre ce coefficient de frottement, là on a une courbe. Cette courbe, on a la tension T, c'est-à-dire c'est le coefficient de frottement, ou bien c'est F, la même chose, le frottement. Et là on a la force F qu'on applique pour tirer le corps. C'est-à-dire là je vais appliquer, on a un corps. On va exercer une force F pour faire bouger le corps. Donc, on applique une force de tension faible. On remarque que le corps ne bouge pas. C'est-à-dire que la force de frottement, elle est toujours supérieure à F. Une fois qu'on arrive à une force F, M, donc là, on est arrivé à une force maximale. Donc, cette force, lorsqu'on pousse, le corps va glisser. Donc, on va glisser sur le plan et la tension F sera constante et on aura une tension T qui est constante. Donc, là, dans cette partie, on a toujours, c'est là qu'on parle de la statique. Voilà, lorsqu'on arrive à Tm, le corps va commencer à glisser. Donc, on a, si F est supérieur à Tm, d'accord, le solide se met en mouvement de glissement sur le plan, c'est-à-dire que T, c'est égal à Tk. Et on définit le coefficient de frottement dynamique, K, qui est égal à T sur Tn.
D'accord? Donc, c'est le même que mu0. Juste pour mu0, c'est pour Tm. Et pour K, c'est pour une valeur T. On va rappeler maintenant le moment d'une force F par rapport à un point O. Donc, le moment de la force F par rapport au point O. Donc, on a une force appliquée au point A. Donc, c'est égal à OA, le vecteur OA, vectoriel F. On peut montrer que ce moment est indépendant du point A. Alors, comment on va faire? On va prolonger la force F et on va faire la projection du point O sur cet axe. Donc, on va trouver le point H. Donc, le OA, c'est égal à OH plus HA. On applique la relation et on va trouver que, en final, que le moment du point F au point O, c'est égal à OH vectoriel F. D'accord? Vous pouvez le démontrer facilement, tel que OA, c'est égal à OH plus HA. Alors maintenant, c'est quoi le moment d'une force par rapport à un axe delta? Donc, ce n'est autre que la projection du moment de la force au point O sur cet axe. Donc, on a un moment au point O de la force F. Donc, on fait la projection sur l'axe delta. Donc, on va trouver ce vecteur. Donc, ce vecteur, c'est le moment de la force F par rapport à delta. D'accord? Donc, on considère que le vecteur delta est dirigé par un vecteur unitaire U. Donc, la projection du moment O par rapport à delta, c'est MF scalaire U. Donc, U. C'est le produit scalaire. Maintenant, on va voir le théorème de Varignon. Donc, le théorème de Varignon dit que le moment d'un système de force concurrente en un point A par rapport à un point O est égal au moment de la résultante de ces forces. Donc, on a des forces F1, F2, F3 jusqu'à Fn qui sont concurrentes au point A, donc qui se coupent en un seul point. Donc, la résultante de ces forces, c'est la somme des forces de ces forces, c'est la somme des Fi. Donc, le moment de la résultante par rapport au point O, c'est égal à la somme des moments de Fi. Donc, on va montrer ça, d'accord? Alors, on va tout d'abord calculer la somme des MI Fi. Donc, c'est égal à OA vectoriel F1, OA vectoriel F2, jusqu'à OA vectoriel Fn. Donc, on voit que là, on a toujours le vecteur OA. Donc, on trouve que c'est OA vectoriel F1 jusqu'à Fn, c'est-à-dire que c'est OA vectoriel sigma dFi. Sigma dFi, ce n'est autre que R. Donc, ça, ce n'est autre que le moment par rapport au point O de la résultante. D'accord? Donc, on doit retenir ceci. Lorsqu'on a des forces qui sont concurrentes, le moment de la résultante, c'est égal à la somme des moments de ces forces. Je prends le deuxième cas. Lorsqu'on a des forces qui sont concurrentes, mais leurs points d'application sont différents. Donc là, j'ai des points d'application M1, M2, Mn. Donc la même chose, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de faire la relation de Chasles, c'est-à-dire, je vais prendre par exemple le vecteur OM1. Donc en M1, on va intégrer le point A. Donc c'est égal à OA plus AM1. Et après, on applique la même chose, ce qu'on a fait précédemment. Donc sigma des moments Fi, c'est égal au OM1 vectoriel F1, c'est-à-dire que c'est OA plus AM1 vectoriel F1, jusqu'à OA plus AMN vectoriel Fn. Alors, on sait que le produit scalaire est bilinéaire. Donc, OA plus AM1 vectoriel F1, ce n'est autre que OA vectoriel F1 plus OAM1. Donc là, c'est AM1 vectoriel F1. De même, là, on aura AMN vectoriel Fn.
puisque AM1 et F1 sont collinéaires, donc leur produit vectoriel est nul. Donc ça sera égal à vecteur nul, et là aussi égal à vecteur nul. Donc on va trouver que ce n'est autre que OA vectoriel, la somme des FI. La somme des FI qui est la résultante R de ces forces. Passons maintenant au moment d'un couple de forces. Lorsque je parle d'un couple de forces, c'est-à-dire qu'on a un mouvement de rotation. Donc, on va considérer une barre qui est en rotation autour d'un axe delta. Donc, on a la force F1 appliquée au point A, donc au point A2. Donc, on aura une force F2 qui sera appliquée dans ce sens. C'est-à-dire, pour parler d'un couple de forces, les forces F1 et F2 doivent être parallèles, de sens opposés et de même norme. Donc la somme des moments au point O, ce n'est autre que le moment au point F1 plus le moment au point A2. Donc c'est égal à OA vectoriel F1 plus OA2 vectoriel F2. Donc on a F1 égale à M moins F2, car c'est un couple. On peut remplacer F1 par F2 et on va trouver que c'est égal à A1O plus OA2 vectoriel F2 qui est égal à A1 A2 vectoriel F2. Voilà, c'était un rappel de ce qu'on a vu déjà. Dans la vidéo suivante, on va voir la mécanique statique et comment résoudre les équations en mécanique statique.